bonsoir. C'est pour moi un très grand plaisir de présenter cette soirée consacrée au thème l'hébreu, une langue dans la culture contemporaine. Le titre de cette soirée est très significatif. Ce n'est pas l'hébreu comme une langue ancienne, une langue de tradition, une langue du monde passé, mais c'est une langue vivante dans le monde contemporain, une langue qui épouse son siècle tout en étant fidèle à la tradition linguistique et littéraire du passé. Pourquoi cette soirée me semble très significative? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle se déroule à Paris, et Paris n'est pas une ville étrangère à l'histoire de l'hébreu. Bien au contraire. C'est à Paris qu'Eliezer Ben Yehuda, malade, se trouvant à l'hôpital Rothschild, fait la connaissance d'un monsieur Luntz de Jérusalem qui raconte au jeune Eliezer, à l'époque Eliezer Perelman, qui va adopter le nom de Eliezer Ben Yehuda, qu'il existe à Jérusalem et dans toute la Terre Sainte des groupes de Juifs qui parlent l'hébreu, qui écrivent en hébreu. Il y a une correspondance en hébreu, il y a des discussions en hébreu. L'hébreu n'est pas mort. Et alors, c'est intéressant, donc Eliezer Ben Yehuda trouve en Luntz donc aussi la confirmation de ce soupçon qu'il a toujours eu, à savoir l'hébreu n'a pas disparu. L'hébreu n'est pas une langue morte. C'était un moment crucial et c'est précisément à Paris que va surgir cette idée de la renaissance de l'hébreu comme condition de la renaissance nationale du peuple hébreu sur sa terre. La deuxième raison qui me semble très significative, c'est que nous sommes dans l'année du centenaire, un centenaire oublié. Mais c'est en 1919 que Eliezer Ben Yehuda, en rentrant de son exil aux États-Unis, après la Première Guerre mondiale, car il a dû quitter la Palestine ottomane parce qu'il était un sujet étranger d'un pays ennemi, revient en terre de Sion et demande une audience au commissaire britannique Sir Albert Campbell. Et dans cette audience qui va donc se développer aussi, se dérouler en présence de Nahum Sokolov, une des grandes personnalités du sionisme de l'époque, Eliezer Ben Yehuda explique que maintenant que l'Empire ottoman a cessé d'exister, maintenant il n'y a plus de langue ottomane officielle, langue turque officielle en Palestine, il est normal que l'anglais soit la langue administrative, il est normal que l'arabe soit également utilisé dans la mesure où une partie de la population parle l'arabe, mais il est également normal que l'hébreu ait le même statut que l'arabe et que l'anglais, à savoir une des langues administratives officielles du mandat britannique sur la Palestine. Et Herbert Campbell accepte de proposer donc au gouvernement britannique cela, et précisément à partir de ce moment-là, pour la première fois en 19 siècles d'histoire, l'hébreu apparaît comme la langue d'une nation en marche. Et à partir de là, vous voyez les documents du mandat britannique, le timbre-poste, les billets des banques, les inscriptions sur les immeubles publics en hébreu, en arabe et en anglais. Et le nom du pays sera officiellement Palestina Eretz Israël. Donc Eretz Israël apparaît déjà à l'époque du mandat britannique comme une dénomination officielle du pays. C'est très significatif et cela a eu lieu il y a exactement un siècle. Ça nous semble
dérisoire. Ce n'est pas si dérisoire que ça. C'était une vraie révolution dans l'histoire du peuple juif, l'accès de l'hébreu au statut d'une langue officielle dans son pays. Alors, à partir de là, on peut se demander, on peut s'interroger sur ce qui est arrivé au cours d'un siècle et demi d'efforts, de luttes pour l'essor de l'hébreu en tant que langue nationale du peuple juif, et quelle est sa place dans la culture contemporaine, dans la créativité artistique et littéraire, et surtout donc une question qui apparaît ici dans la présentation du colloque: est-ce que l'hébreu est-il définitivement vainqueur dans la guerre des langues du judaïsme de la fin du XIXe siècle? Cette guerre de langues, notre génération ne l'a pas connue, mais elle a été très forte, très intense, entre ceux qui voyaient l'hébreu comme une langue liturgique ou culturelle qui ne peut pas remplir son rôle de facteur unificateur de la culture nationale du peuple juif, et ceux qui considéraient qu'il faut accepter le défi de la renaissance de l'hébreu comme moteur de la nouvelle culture juive. Vous savez que, par exemple, quand il y a eu le projet de création du Ternion de Haïfa, les donateurs pour ce Ternion, qui venaient d'Allemagne, proposaient que ce soit l'allemand la langue de l'enseignement technologique et scientifique du Ternion. Personne ne s'imaginait que l'hébreu pouvait être une langue d'enseignement. Il y a eu donc un très grand mouvement de protestation, et finalement l'hébreu a été accepté comme une langue d'enseignement scientifique et technologique. C'était une petite, grande révolution dans l'histoire universitaire du peuple juif. Alors, donc, pour parler de toutes ces choses-là, évidemment, je préfère donner la parole aux différents intervenants. Merci, bonsoir à tous. Vous voulez que je parle en français ou en hébreu? En français, en français. Alors, je vais essayer, mais mon français n'est pas tellement bon, mais ça, c'est la victoire d'Eliezer Ben Yehuda, que je sais l'hébreu, premièrement. Alors, je vais te parler de deux choses. Premièrement, une petite histoire de la folie d'Eliezer Ben Yehuda. Et il était un homme très, très, très difficile. Et ses enfants l'appelaient un père de dos, parce qu'ils sont vus seulement son dos. Il était assis pour 18 heures par jour en écrire le dictionnaire. Et si les enfants voulaient parler avec le père, Ben Yehuda, il faudra écrire une note donnée à maman donner la note à papa, et peut-être après une douzaine de jours, ils sont reçus en interview de 20 minutes avec leur père. Alors c'est un père de dos, mais ils ont admiré Eliezer Ben Yehuda. Une petite histoire de la folie d'Eliezer Ben Yehuda. Vous savez qu'en Jérusalem, en ce temps-là, il y avait une guerre mondiale entre les ultra-orthodoxes, les juifs très religieux, qui n'étaient pas sionistes du tout, et entre la famille Ben Yehuda. Et un jour, c'était le vendredi de la nuit, alors c'était le dîner de Shabbat, et la famille Ben Yehuda est assise chez eux, et soudain, il y a une jeune voix d'une jeune femme en yiddish criant « Gewalt, Gewalt, aidez-moi, au secours, Elohim, ta'azor li, Gewalt, Gewalt, Gewalt » Et les enfants ont couru au balcon, et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une jeune femme juive est sur son dos dans le jardin de la famille Ben Yehuda,
yoledet, comment ça? Elle était enceinte, elle est en train d'accoucher. Et l'histoire était qu'elle était au 9e mois et c'était Shabbat. Alors, elle ne voulait pas prendre. Il n'y avait pas un taxi à Jérusalem au 19e siècle, mais en cheval, quelque chose comme ça. Non, ça sera Chilul Shabbat. Alors, elle a marché à l'hôpital. Et avec sa chance, c'était juste chez la famille Ben Yehuda qu'elle est sur son dos en criant Gewalt, Gewalt, Yiddish. Les enfants sont hystériques aussi. Ils vont au père Ben Yehuda, il les prend par le charvoul, par le manche, faire quelque chose. Il se debout, il est sur le balcon, il voit la jeune femme en criant Gewalt, 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 et il dit Tsa'aki be'ivrit, crier en hébreu. Et il retourne. Ça, c'est Eliezer Ben Yehuda. Sans cette folie, je crois qu'il n'y aura pas la langue hébraïque. Alors, souvent, je suis demandé si il serait ressuscité, si il serait en vie aujourd'hui, que penserait-il de la langue hébraïque d'aujourd'hui, qui est différente, c'est une langue avec beaucoup d'arabe et une langue avec beaucoup d'anglais, pas d'yiddish, l'yiddish est disparu, mais il y a beaucoup d'anglais et d'arabe et peut-être même les Russes en hébreu. Moi, je crois qu'il serait totalement heureux parce que l'hébreu, c'est une vraie victoire. Pour lui, l'hébreu n'était pas le bout, c'était le moyen pour achever un État, pour achever notre indépendance, notre fierté, pour être le peuple de la lande. Et ça, c'est moi qui parle le français pas très metzourtzachat, comment on dit. Pas très élégante peut-être, mais mon hébreu est beaucoup mieux. Alors, c'est à cause de lui. Merci beaucoup. Quelques tout petits mots d'introduction. L'influence de l'arabe sur l'hébreu, c'est un sujet qui est absolument immense. Donc, à la place de faire une rétrospective trop rapide de ce qu'a pu être cette influence historique, pas les liens de parenté que ces deux langues ont, mais l'influence de l'arabe sur l'hébreu, j'ai décidé de me focaliser sur quasiment de l'anecdotique, mais qui illustre finalement assez bien cette histoire continue. Alors, des périodes d'influence de l'arabe sur l'hébreu, ça date de l'époque médiévale. Les premières périodes, c'est les califats, c'est le début de l'islam en réalité. L'Andalousie, on a beaucoup d'auteurs juifs qui écrivent en arabe et qui écrivent aussi en hébreu, et leur hébreu baigne dans la langue arabe. Yehuda Halevi, Maïmonide, lui, sera traduit de l'arabe vers l'hébreu avec des grands savants qui vont inventer des mots d'hébreu qui eux-mêmes sont en fait des calques sémantiques ou morphologiques de mots d'arabe. On a aussi le judaïsme maghrébin, et pas seulement maghrébin, mais en France, celui qu'on connaît le mieux, c'est le judaïsme maghrébin, parmi les judaïsmes d'Afrique du Nord. Et plus tard, on a parlé à l'instant d'Eliezer Ben Yehuda, un peu plus tard, Eliezer Ben Yehuda, quand il voudra inventer des mots, créer des mots en hébreu, pour ne pas trop s'éloigner de la langue hébraïque, il décidera d'aller chercher dans des langues sœurs, en arabe et en araméen principalement. Alors parfois en empruntant directement le mot, parfois en empruntant la racine du mot, et parfois en regardant un petit peu comment en arabe tel mot a pu évoluer, et en allant chercher la vieille racine hébraïque qui correspond à la vieille racine arabe pour proposer un nouveau sens ou un nouveau mot en hébreu. Donc il va favoriser ces emprunts en langue sémitique. C'est une forme d'influence de l'arabe sur l'hébreu. De l'arabe, il va par exemple créer le mot riba, la confiture. J'imagine emprunté à l'arabe murabba, qui signifie en effet confiture. Un autre mot un peu plus connu, hagira, l'émigration, qu'il va apprendre à l'arabe, au verbe arabe hajara yuhajiru, de l'arabe classique, qui signifie migrer, et qui nous a donné à travers l'islam l'expression de l'hégir, qu'on connaît en français. L'hégir, c'est la migration en arabe, l'hijra. En hébreu moderne, c'est bien la racine qui a été empruntée, qui a été légèrement adaptée, c'est-à-dire qu'on a pris les 3 lettres de la racine arabe, hajara,
Et on les a calqués sur l'hébreu, hagara. Et on a mis ce verbe au piel, pour les gens qui connaissent un peu la grammaire hébraïque, et on en a fait un mot, un verbe, lehager, émigrer. On a aussi des verbes créés par Ben Yehuda, comme le verbe lelatef, caresser, et le nom, litouf, la caresse, qu'il a probablement pris à la racine hébraïque, la tafa, qui nous donne des mots tels que lutf en arabe, qui signifie la courtoisie, ou encore le verbe lat tafa yulattifu, qui signifie rendre quelque chose doux, adoucir. Enfin, depuis l'intensification des établissements juifs en Palestine, on assiste au contact entre hébreu moderne et arabe moderne, l'arabe palestinien. Encore une nouvelle influence de l'arabe sur l'hébreu. Depuis la création de l'État d'Israël, l'arabe palestinien a influencé de plus en plus cette nouvelle langue, l'hébreu israélien, l'hébreu moderne, à bien des niveaux. Et c'est au niveau lexical, c'est-à-dire au niveau des mots directement empruntés, que c'est le plus visible. Tout le monde les connaît, ces mots-là: alan, sababa, falafel, hummus, finjan, ars, mastoul, mabrouk, ma'rouf, et j'en passe. Mais l'arabe palestinien n'est pas le seul parler arabe qui influence l'hébreu moderne. Alors déjà, je veux préciser de quel hébreu je suis en train de parler, précisément. Alors je suis désolé, c'est la partie un peu plus technique. En fait, il s'agit d'une présentation que j'ai faite dans un colloque de linguistique. Donc j'essaye de passer un peu vite, mais au niveau éthique, je dois présenter les travaux qui existent déjà sur cette question-là. L'hébreu qui m'intéresse ce soir, c'est celui que j'aime appeler l'hébreu des périphéries israéliennes. En général, en anglais, peripheral Hebrew, peripheral Israeli Hebrew. Cette formule me semble la plus adéquate pour parler de l'hébreu qui est parlé dans les marges de la société israélienne. Il s'agit plus ou moins de la même variété d'hébreu que d'autres chercheurs appellent hébreu oriental, Ivrit Mizrachit. Des chercheurs comme Benjamin Harry, Yehudi Tenshke, Yishai Neumann. Yehudi Tenshke a proposé une autre appellation pour ce même sociolecte de l'hébreu. Elle l'appelle en anglais Traditional Mizrahi Hebrew. De mon côté, je pense que les appellations Mizrahi, Ivrit Mizrachit, Oriental Hebrew ont un désavantage, qui est que ces appellations-là sont basées sur un critère culturel, voire ethnique. Alors qu'il s'agit de langues qui sont très influencées, en effet, par le judaïsme oriental, mais qui, à un moment, deviennent la langue de quartiers entiers, peu importe l'origine des gens qui y vivent. Donc je préfère l'appellation hébreu périphérique, Ivrit shel ha-peripheria en hébreu, puisque cette expression a l'avantage de se centrer sur un critère social et géographique. C'est un sociolecte dont il s'agit, c'est-à-dire la langue d'une catégorie sociale. Il s'agit de la manière de parler la langue, ici l'hébreu israélien, donc la manière de la parler d'un groupe social. Et ce sociolecte est aujourd'hui celui des périphéries, des marges géographiques, économiques et sociales de l'État d'Israël, quelle que soit l'origine des locuteurs. Donc voici très rapidement une liste non exhaustive de travaux académiques qui traitent de la question. On a principalement la chercheuse israélienne, Yehudi Tenshke, qui le traite sous l'angle du sociolecte des Juifs d'origine orientale et de l'influence de leur dialecte arabe d'origine. Sur les contacts entre arabe et hébreu moderne, on a, en plus des travaux de Yehudi Tenshke, il me semble important de citer une des ressources majeures à mes yeux, qui est un article d'une autre chercheuse israélienne, qui s'appelle Ronnie Henkin, et qui a publié en anglais en 2011 un article qu'elle a appelé « Hebrew and Arabic in Asymmetric Contact in Israel ». Enfin, il faut absolument que je mentionne le linguiste israélien Rubik Rosenthal, qui a discuté à plusieurs reprises le cas des quelques verbes que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Rosenthal a un site internet qu'il appelle Hazira al-Shonit, l'arène linguistique, l'arène L', Hazira. C'est sur son site, qui est une sorte de blog de linguistique hébraïque moderne, qu'il a consacré en fait un paragraphe qui se concentre sur 3 des 4 verbes dont je vais vous parler aujourd'hui. Il les appelle le triangle marocain de l'argot israélien, Ameshulash Marocaï. Alors, pourquoi l'arabe marocain ? La communauté marocaine d'Israël est le fruit d'une arrivée massive dans les années 50, puis de façon dégressive jusque dans les années 70. Cette communauté est la plus importante en nombre dans les quartiers ou les villes qui m'intéressent ici, au niveau des juifs originaires du monde arabe en tout cas. De par l'origine d'une importante part des habitants de ces quartiers, l'arabe marocain, sous diverses formes, a probablement été le substrat le plus important pour cette variété d'hébreu moderne. Le substrat, c'est la langue d'origine des gens avant qu'ils changent de langue. Alors ça peut être à titre personnel, quelqu'un qui migre d'un pays à l'autre. Sa langue d'origine va influencer sa manière de parler la langue qu'il va acquérir petit à petit. Et ça peut être à une échelle régionale. L'arabe maghrébin a un substrat berbère. C'est-à-dire qu'on estime qu'une grande majorité des locuteurs de l'arabe maghrébin
historiquement, leurs familles ont parlé le berbère. Et même dans les familles dans lesquelles ça s'est effacé, il reste quelque chose en coulisses qui continue à influer au niveau syntaxique et morphologique principalement. Donc le rapport de force entre le substrat marocain pour ces migrants et le superstrat, c'est la langue d'accueil, hébreu-israélien, ce rapport n'est pas équilibré. L'arabe marocain, c'est la langue d'une minorité de migrants qui évolue dans une société hébréophone. L'arabe marocain y a d'abord été une langue de famille, de l'intimité et de la maison, dans de nombreuses familles, dans certains lieux spécifiques en Israël. On connaît par exemple Ashdod, Netivot, Arad et d'autres villes. Parfois, dans certaines villes, il s'agit de quartiers spécifiques. Ces quartiers ont souvent été des quartiers pauvres et défavorisés. Alors, je fais un peu dans le stéréotype, mais c'est un peu un stéréotype de description sociologique, mais le marocain a été une langue de famille de quartiers difficiles, disons. On connaît les expressions stigmatisantes, Maroko Sakin, Sarfokaim, qui est un peu plus récente, etc., qui sont en fait des expressions stéréotypées qui viennent décrire une réalité sociale. C'est cette même langue marocaine, cette langue marocaine a souvent été coupée dans la transmission, probablement du fait d'une volonté d'intégration le plus rapide possible dans cette société israélienne et donc à sa langue, l'hébreu. Il faut que je précise aussi que je parle en fait de dialectes marocains particuliers, qui ont été pour la plupart complètement déconnectés du Maroc et des autres dialectes marocains dès les années 50 ou 60. Donc de nombreux mots ont évolué en aparté dans un contexte complètement nouveau, qui est le contexte israélien. Sans parler du fait que déjà au Maroc, il s'agissait de dialectes spécifiques, dont certains contenaient déjà bien des archaïsmes de langue arabe, dus à leur isolement de parlers communautaires. Je parle ici des parlers arabes qu'on appelle les parlers judéo-arabes et que j'enseigne, et je le précise, j'ai eu plusieurs de mes étudiants dans la salle ce soir, que j'enseigne à l'INALCO. Sur ma recherche sur l'hébreu périphérique en général, je travaille beaucoup avec différents médias tels que les forums, Internet, les émissions de télé-réalité, les réseaux sociaux, etc. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur 4 verbes, principalement parce que ces 4-là ont été très certainement empruntés à l'arabe marocain, et même plus précisément à des dialectes juifs de l'arabe marocain. Parce qu'en général, une des difficultés majeures de cette recherche que je mène sur ce front, c'est d'identifier avec assurance l'origine d'un emprunt à l'arabe, c'est-à-dire être sûr que ce n'est pas un mot d'arabe palestinien. Je pourrais parler de ça plus tard un peu plus, ou à une autre forme de judéo-arabe. C'est-à-dire pas forcément à de l'arabe marocain ou à du judéo-arabe marocain, c'est-à-dire qu'on a des mots qui viennent des parlers arabes des communautés juives d'Irak, de Tunisie, du Yémen, etc. Alors commençons. Je commence par un mot un petit peu... C'est un peu dur d'aborder ce mot-là parce qu'il est extrêmement grossier et je ne suis pas forcément à l'aise à l'idée de le commenter, mais il est absolument dans le propos. Le mot d'hébreu périphérique, c'est un verbe qui est très grossier en hébreu, je le répète avant de le dire, c'est le verbe kiwed et son cousin pseudo-réflexif, itkawed. A priori, ces 2 mots viennent de l'arabe marocain qawwed, qui est un mot vulgaire en arabe marocain aussi, qui est lui-même dérivé du verbe arabe, d'un verbe d'arabe classique, qada yaqudu, qui signifie mener ou amener quelqu'un quelque part. En arabe marocain, qu'est-ce qui s'est passé avec ce verbe ? Ce verbe est à la 2e forme de l'arabe marocain, qawwed qawwed. Il correspond au piel de l'hébreu. Et ce verbe, qawwed, avait pris en fait en marocain, un peu daté déjà, le sens contextualisé d'amener quelqu'un voir une prostituée. C'est-à-dire de mener, amener quelqu'un voir une prostituée. De là est née l'expression, ou plutôt l'insulte, sirt qawwed ou ruht qawwed, ce qui signifie grosso modo va te faire quelque chose. C'est souvent utilisé comme une manière grossière et menaçante de dire à quelqu'un va-t'en ou casse-toi, disons. Le verbe a donc été emprunté en hébreu moderne, où on tombe donc sur 2 formes, une au piel, les kawed, et une au itpael, les itkawed. À propos de la prononciation, les choses sont très logiques. Les locuteurs fonctionnent en adoptant complètement la phonologie et la morphologie de la langue d'accueil. Le qaf n'existe plus en hébreu, donc il est prononcé que, sauf peut-être dans quelques cas marginaux. Le son we, il est utilisé, puisqu'on le connaît, il est emprunté dans des mots d'anglais et d'autres langues. Par contre, en hébreu israélien, on n'a plus de ce qu'on appelle la gémination, c'est-à-dire que normalement, techniquement, au piel, on est censé redoubler la 2e consonne de la racine. On est censé dire, c'est théorique aujourd'hui, mais les aber, les saper, ça n'existe plus en hébreu israélien. Donc même quand on emprunte un verbe d'arabe qui, lui, respecte encore cette règle-là en arabe, a priori, cette règle est effacée. Donc en hébreu périphérique, en général, on dit les itkawed et pas les itkawed. Un 2e verbe, qui est beaucoup plus sympa parce qu'il est beaucoup moins grossier, c'est le verbe aouej. Mais qu'est-ce que, ou iwej, les itawej, ou les itawez en hébreu israélien. Qu'est-ce que veut dire aouej en arabe marocain ?
Awaj, qui est très souvent prononcé awaz dans les parlers juifs, signifie tordre ou courber quelque chose. Il s'utilise dans des images figurées, dans des expressions, donc ça c'est en arabe marocain, on peut dire à quelqu'un qu'at'awaj al-hadra, c'est-à-dire tu es en train de tordre la discussion, dans le sens de tu es en train d'essayer de m'embrouiller. L'usage de ce mot est le même dans les dialectes judéo-arabes. Bon, jusqu'ici pas de surprise. Un exemple en judéo-arabe, Alest awsti aliya. Pourquoi est-ce que tu me mens? Pourquoi est-ce que tu me tords en fait? C'est-à-dire pourquoi est-ce que tu es en train d'essayer de me manipuler? Ou de manière un peu différente, toujours en judéo-arabe, Sbahti ma'ouj. Tu t'es réveillé tordu. Tu t'es levé du pied droit. Merci, du pied gauche. Donc ce verbe et son emploi imagé est emprunté en hébreu périphérique à travers cette communauté israélo-marocaine et peut se trouver dans des phrases en hébreu, comme Ukol azman mitawej alay, yom kacha ve yom kacha. Ukol azman mitawej alay, c'est-à-dire il me mitawej tout le temps. Donc il n'est pas fiable, il se contorsionne. Yom kacha ve yom kacha, un jour comme ci, un jour comme ça. Autre chose que j'ai trouvé d'une locutrice de Harad, Ata mitawez alay. Bon, c'est un peu le même exemple, mais dans le sens de tu essaies de me manipuler ou tu te moques de moi. Ata mitawez alay. Tu te paies ma tête. Le troisième verbe, khilwed leitharwed, ou khilwet leitharwet. Déjà aujourd'hui, en arabe marocain, qu'on appelle dalija, que signifie khilwed? Au départ, c'est un verbe qui veut dire mêler, mélanger, brouiller, créer de la confusion, voire saboter quelque chose. Donc aujourd'hui, on entend au Maroc des phrases comme Baraka men tralouid. Ça suffit les bêtises. C'est n'importe quoi ces embrouilles. Tralouid peut aussi signifier une contrefaçon. Vous pouvez dire de quelqu'un Hadak mokharwid. Ce mec-là, c'est un mokharwid, c'est un hypocrite, c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Et il y a aussi un verbe, kharwad, comme dans Kay kharwad bin Jujdinnas, par exemple, il sème volontairement le doute, le trouble, bin Jujdinnas, entre deux personnes. En hébreu périphérique, toujours, le verbe peut s'utiliser au piel, comme dans al-traloued oti. Ne me prends pas pour un imbécile. N'essaie pas de me la faire à l'envers. Ou id pael, atam traloued alay. Tu essaies de m'embrouiller. Ça, c'est des phrases que j'ai recueillies auprès du chanteur Chaim Ouliel, qui est un Israélien d'origine marocaine. Donc, comme je l'ai dit au début, j'aime beaucoup chercher et piquer des exemples sur les réseaux sociaux, ou sur le web en général, ou à la télé. Pour le sociolinguiste, c'est vraiment un fond extraordinaire. Il suffit de savoir choisir ses programmes et être patient. Et on tombe sur des choses assez géniales. Sur Internet, par contre, on peut faire des recherches ciblées. Pour ce mot-là, khilwed ou khilwed, j'ai eu du mal, justement parce que sur le net, on a affaire à de l'écrit. Et que l'écrit, quand il s'agit de mots qu'on n'a pas l'habitude d'écrire, pour des questions de registre, on tombe vite sur des difficultés d'ordre orthographique. Il n'y a pas de convention orthographique pour écrire ce mot-là, ou en tout cas, même s'il y a des conventions ou des tendances ou des règles générales, les locuteurs ne les suivent pas forcément, ou plutôt les internautes pour ce cas-là. Donc pour ce mot, kharoued, kharouet, khilwed, les kharoued, puisque là il est passé en hébreu, par exemple, certains internautes ont eu le réflexe de le noter comme c'était le cas dans la notation traditionnelle du judéo-arabe, c'est-à-dire dans lesquelles le son re était noté avec un kaf. Alors, ou c'est par rapport à la notation traditionnelle du judéo-arabe, ou c'est uniquement par rapport à la prononciation spirante de kaf, kaf, raf. Un Israélien doit se dire que ça peut s'écrire comme ça, sauf que là, il est en début de mot. Et normalement, en hébreu, un kaf en début de mot ne se prononce pas re. Donc souvent, on a beaucoup d'Israéliens qui le notent avec chet, parce que chet, il le prononce re, de toute façon, il ne le prononce pas he. Et il y en a d'autres, ceux qui sont peut-être plus influencés par la notation officielle de l'arabe en hébreu aujourd'hui, qui est plutôt là pour noter ou de l'arabe classique ou de l'arabe palestinien, et que le chet va le noter avec le cha va le noter avec un het et une apostrophe. Ce qui renvoie à la graphie de l'arabe, dans laquelle les graphèmes de ha et cha sont les mêmes, sauf que cha c'est le même avec un point au-dessus. Donc j'ai trouvé un peu tout ça. J'ai essayé toutes les notations, j'ai trouvé des choses intéressantes, et pas seulement des attestations du verbe khilwed ou itcharoued, mais aussi le nom, le substantif, le mot traroued, qui à mon avis est emprunté directement de l'arabe, et pas si ça avait été un nom, c'est-à-dire si le verbe avait été emprunté, khilwed, et qu'ensuite à partir de ce verbe on avait fait un nom à l'intérieur de l'hébreu, on aurait eu un nom de type khilwoud, comme diber, dibour, siper, sipour, ou itrarvoud, itraroud. Là on a vraiment un nom traroued, donc à mon avis il est emprunté directement de l'arabe marocain. Et je vais vous parler de ce nom, même si techniquement je voulais vous parler uniquement des verbes, parce que ça illustre assez bien l'univers et disons ce que traduisent et à quoi servent ces emprunts dans les interactions sociales entre Israéliens.
Alors voilà un extrait, l'image d'un forum internet qui capture comme ça une image d'une télé-réalité. Et dans cette scène, on observe et on devine l'aspect social de l'utilisation de ce mot. Alors je ne sais pas si on peut lire. Bon, Etzlenu bekiryat Shmona korim lezet Haroued. Voilà, il y a quelqu'un qui dit ça dans la télé-réalité. Quelqu'un lui répond mazet Haroued, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Traloued? Et l'autre répond Traloued zele arbev. Traloued, ça veut dire mélanger quelque chose. L'oma kira tamila. La dernière personne lui dit moi je ne sais pas ce que c'est. Donc ce candidat qui nous dit Etzlenu bekiryat Shmona korim lezet Haroued, c'est-à-dire là d'où je viens, chez nous, Etzlenu, à Kiryat Shmona, on appelle ça Traloued, on ne sait pas de quoi il parle, mais peu importe. Commencez par regarder l'utilisation du Etzlenu. Chez nous, là d'où je viens, Etzlenu, c'est d'ailleurs mon groupe. Le locuteur semble faire le lien entre là d'où il vient et un groupe de gens précis, un milieu social précis, lié à un lieu précis, qui semble être là pour donner le ton, ou de quelque chose de cool, ou de quelque chose d'une forme de blédarditude, excusez-moi du terme, ou d'un côté un peu bad boy, délinquant. Je ne sais pas exactement à quoi il fait référence, mais en tout cas il fait référence à un imaginaire qui semble avoir du sens pour un Israélien. En fait, le locuteur candidat mentionne la ville de Kiryat Shmona, connue en Israël pour avoir été une Mahabara dans les années 50. Les Mahabarot, c'était ces camps de transit qui ont entre autres accueilli beaucoup de juifs orientaux, mais pas seulement. Ces camps ont été très rudes, avec une misère terrible, et jusqu'à aujourd'hui, la ville est connue et considérée comme peuplée en grande partie d'habitants d'origine marocaine. En tout cas, une influence de la culture marocaine assez forte dans cette ville. Cette ville, après la Mahabara, est devenue ce qu'on appelle en hébreu moderne Ayarat Pitouach. C'est une ville de développement. Ça envoie plus spécifiquement les villes de développement à ces villes construites très rapidement dans les années 50-60, peut-être un peu plus tard d'ailleurs, dans le but de pouvoir loger dans du solide et de façon permanente les habitants des Mahabarot. C'est-à-dire que les villes de développement sont vraiment liées historiquement à ces Mahabarot. C'est un peu l'équivalent de nos cités françaises. Ce n'est pas exactement la même chose, puisque c'est deux sociétés différentes et qu'il n'y a jamais de calque absolu. Mais voilà, c'est quelque chose de similaire. Donc aujourd'hui, l'expression Ayarat Pitouach peut faire écho à quartier difficile. Je fais un peu dans le stéréotype, mais c'est vraiment comme ça que s'organisent nos imaginaires et nos représentations sociales. Donc pour revenir aux mots que je présente aujourd'hui, ces verbes ont aussi cette fonction, ces verbes du marocain qui sont identifiés comme marocains. Donc ils ont d'abord la fonction de marquer une certaine marocanité, mais aussi d'évoquer une réalité sociale. Cette phrase qui semble anodine, Etzlenu bekiryat Shmona korim lezet Haroued, contient en fait beaucoup de sens. Dernier verbe, legajder, ledgajder. En hébreu périphérique, ça veut dire dans les grandes lignes se lamenter sur son sort. Dans un premier temps, le mot gejder, agejdour en fait, est un mot en tamazirt, c'est un mot de berbère. Ce mot en berbère, agejdour, fait référence aux pleureuses, les femmes qui pleurent, qui se déchirent les vêtements et qui se griffent le visage pendant les enterrements. Dans les différents parlers berbères d'Afrique du Nord, on le trouve quasiment partout, sous plusieurs formes, en shilha, en tashilhit, en berbère du sud marocain, on a agejdour, Ajdour dans le centre du Maroc, Aïjdour dans le centre de l'Algérie, Agejdour en Kabylie, en Rifin et en Rifin. Donc il se trouve un peu partout dans le monde berbère. Tous ces mots signifient lamentation, et plus spécifiquement lamentation en cause de deuil. En berbère tashilhit, comme dans les autres variétés d'ailleurs, on a aussi un verbe, gejder, qui signifie faire agejdour. Et souvent utilisé d'une manière un peu imagée, se lamenter. Le concept et le mot ont été empruntés en arabe marocain, d'abord du berbère vers l'arabe, et largement utilisé dans les parlers juifs. Il est très connu dans les parlers juifs, on le retrouve dans toute une série de proverbes, souvent avec les spécificités phonétiques des parlers juifs, c'est-à-dire le fameux zézément. On a souvent du gzder, agzdour, ou des formes un peu comme ça, mais il est très courant dans les parlers juifs. Pourtant, en arabe marocain standard, c'est-à-dire arabe marocain d'aujourd'hui, le premier sens du verbe, se lamenter, se griffer le visage en signe de deuil, a quasiment disparu. En général, quand vous demandez au Maroc si les gens s'ils savent ce que veut dire gejder, les gens disent oui et ils répondent complètement autre chose. Même le sens figuré, se lamenter en règle générale, a quasiment disparu. En fait, on a une évolution sémantique à partir du sens de se lamenter vers faire du dégât. Et à partir du sens de faire des dégâts, on arrive à une utilisation encore plus éloignée, qui est celle de mal faire quelque chose, bâcler quelque chose, ou ne pas faire attention à ce qu'on est en train de faire. C'est ce qui s'observe dans des phrases en arabe marocain actuel. On peut dire à quelqu'un « Eshkat gejder ». C'est-à-dire, concrètement, alors je suis désolé, en linguistique, on est obligé, en sociolinguistique, de sortir les phrases telles qu'elles sont. « Eshkat gejder », c'est « qu'est-ce que tu fous ?»
Qu'est-ce que j'allais foutre là-bas? C'est un peu un équivalent du what the hell, mais en un peu plus vulgaire quand même. On peut dire de quelqu'un, ma'andi man gajder bih. J'en ai rien à foutre de lui. Ma'andi man gajder bih, c'est toujours ce gajder qui est utilisé. Ou on peut dire à quelqu'un, sert gajder, va-t'en, mais de manière encore une fois un petit peu vulgaire. Dans certains contextes, le vieux sens de agajdour semble repointer le bout de son nez. Toujours au Maroc, en arabe marocain actuel. Ou en tout cas, on a ce sens qui est un peu préservé dans certaines expressions figées. Ngajder alayami, je me lamente, ngajder alayami, mot à mot, je fais agajdour au sujet de mes jours, de mes journées. Ngajder alayami, je me lamente, je me plains, je pleure sur mon passé, je me sens nostalgique. Ça veut dire un peu tout ça, avec une idée. Et là, ça laisse transparaître le chemin sémantique que le verbe a pris pour en arriver à servir à rien. Puisque là, l'idée, c'est clairement, je me plains au sujet de ma vie passée, mais je sais que c'est futile et que ça ne changera rien. C'est à peu près ça, Ngajder alayami. Mot à mot, je pleure au sujet de mes jours. Et cette expression-là, Ngajder alayami, est en fait très proche d'une phrase que j'ai entendue en hébreu. Dans le cadre de l'émission de télé-réalité, diffusée en 2009 et qui existe toujours, mais là il s'agissait de la saison 2 en 2009, à Hagadol, le Big Brother. C'est vraiment le Big Brother. Hagadol, c'est l'équivalent du Love Story français. Dans un épisode, une jeune candidate, Marianne Bouzaglou Khodeda, qui avait 21 ans à l'époque, et qui venait, elle le disait, j'ai oublié, Dimona, je ne sais plus, une ville de développement, très clairement. Elle était interviewée dans le confessionnal. Je ne sais pas si vous voyez comment ça marche, la télé-réalité. Le confessionnal, elle est interviewée, mais c'est à l'intérieur du show lui-même. Et à un moment, elle dit en hébreu, Ani choshevet she'ashavua hazeh ani etgashder al hachaim sheli. Je crois que cette semaine, Ani choshevet she'ashavua hazeh ani etgashder al hachaim sheli. Je vais faire agashdour sur ma vie. Écoutez bien la structure. Ani etgashder al hachaim sheli. Et la phrase en arabe marocain, ngashder alayami. C'est-à-dire que non seulement on a le même verbe, mais on a la même préposition qui vient derrière et la même logique encore ensuite. Dans l'émission, après un moment de silence gêné, il est devenu clair que le présentateur n'a pas compris le sens du mot. Et il lui demande clairement ce que signifie le mot. Et quand il lui demande, Marianne s'énerve et lui répond très agressivement « Tilmat marocaït tavin ». Va apprendre le marocain et tu comprendras. Pour elle, le verbe qu'elle utilise, ou peut-être l'expression, ou peut-être en fait la mise en scène, est à considérer comme marocaine. C'est-à-dire qu'elle se présente comme marocaine. Alors que toute sa phrase est en hébreu. La structure de la phrase, la syntaxe, la morphologie, en fait, il n'y a que la racine du verbe, gajadara, qui est empruntée à l'arabe marocain. Depuis cet épisode, le mot semble avoir été considéré comme symbolique de l'hébreu tel qu'il est parlé par les Israéliens d'origine marocaine. Et si je dis ça, c'est parce que dans la série télé israélienne Zagouri Imperia, qui traite avec humour de la communauté marocaine en Israël, c'est une comédie, mais qui est vraiment centré là-dessus, qui se passe à Beersheva. Ce mot est utilisé 3 fois en hébreu dans le premier épisode, dans l'épisode pilote de la série. Une première fois, on a la tante un peu sorcière qui est appelée Megashderet. Donc, et c'est vraiment dans la série dans le sens de vieille dame qui pleure et qui crie pendant un enterrement. Donc on est vraiment très près du sens d'origine en berbère et à mon avis c'est un peu artificiel. C'est pour souligner l'origine du mot qu'il est utilisé comme ça dans cet épisode. Mais juste après, le même mot est utilisé, Megashderet, de façon beaucoup plus imagée, au sens de vieille femme hystérique, ce qui semble être le sens le plus courant aujourd'hui en hébreu. Récemment, dans un message posté sur Facebook, sur la page Facebook officielle de Hagadol, je suis tombé sur cette expression « Atem omdim legashder mitzrok », c'est-à-dire « vous allez legashder de rire », dans le sens où vous allez mourir de rire, vous allez être emporté par le rire, vous allez faire une crise d'hystérie de rire. Donc l'expression legashder mitzrok, si elle se retrouve là, qu'elle soit réellement utilisée ou non, elle semble être devenue symptomatique, en tout cas, de l'histoire du jeu à Hagadol et de la communauté marocaine d'Israël. Si la page l'utilise spontanément, c'est qu'un Israélien peut être averti, mais qu'en tout cas, un Israélien peut la comprendre, comme éclater de rire, legashder mitzrok. Alors, pour conclure, ces verbes sont le témoin d'une immigration massive du Maroc vers Israël. Ils témoignent d'une nouvelle couche d'influence de la langue arabe sur l'hébreu. Mais c'est une influence populaire extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on a eu des vagues d'influence de l'arabe vers l'hébreu qui étaient des influences de prestige. Là, on est complètement sur autre chose. On est sur de la langue parlée et pas sur une influence littéraire entre savants. C'est vraiment autre chose. Donc il témoigne vraiment de cette nouvelle couche d'influence. C'est avant tout le témoin d'un substrat.
finalement, ces verbes que j'ai mentionnés sont aujourd'hui des verbes de l'hébreu. Tout simplement parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui toujours, en fait, quand un mot est intégré d'une langue A vers une langue B. De la même façon, les parlers judéo-arabes étaient truffés d'hébraïsmes, mais ce sont bien des parlers arabes, ces parlers judéo-arabes, qui empruntent du lexique à l'hébreu. Quand les juifs français disent qu'à Shabbat, ils vont à la choule et que le dimanche, leur fils prépare la bar mitzvah au Talmud Torah, ils parlent en français. Ils ne parlent pas dans un mélange de français et d'hébreu. Ils parlent en français. Chaque élément de cette phrase, chaque dynamique de la phrase est en français. Il n'y a que quelques empreintes vocabulaires, des mots empruntés, et ces mots empruntés n'influent pas sur le reste de la langue, ils ne débordent pas. Ce ne sont que des éléments de lexique qui s'utilisent comme d'autres éléments de lexique, parfois empruntés à d'autres langues. Le cas des verbes que je vous ai présentés est de même nature, mais la proximité entre l'arabe et l'hébreu, entre les morphologies des deux langues, permet quand même d'aller un peu plus loin dans les interférences linguistiques qu'entre l'hébreu et le français. Les deux langues, et c'était le cas aussi en judéo-arabe, les deux langues marchent avec un système de racines consonantiques, ce qui permet dans notre cas au locuteur de l'hébreu d'identifier dans le mot arabe qu'il va emprunter une racine. Il ne va donc pas emprunter le mot figé en entier, mais seulement la racine consonantique lexicale. C'est comme ça qu'on emprunte un mot en hébreu ou en arabe, de toute façon, historiquement. En entendant par exemple le substantif arabo-berbère à gejdour, ou son verbe gejder, le locuteur de l'arabe et de l'hébreu sait extraire les consonnes ge, je, de, re. L'avantage dans les interférences entre ces deux langues, c'est qu'il est à la fois possible d'extraire très facilement d'un mot d'arabe une racine, mais aussi d'intégrer très facilement une racine dans un mot d'hébreu. Donc ces racines empruntées, encore une fois, ce n'est pas un mot qui est emprunté mais bien une racine, ces racines se fondent dans des schèmes hébreux, des schèmes nominaux comme verbaux. Ici, les verbes intègrent les formes verbales de l'hébreu, qui depuis l'époque classique intègrent des racines étrangères, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas, aux formes verbales du piel et du hitpael. Pourquoi ces deux-là ? En général, on explique ça par le fait que le piel et le hitpael sont les formes hébraïques les plus malléables, puisqu'elles permettent d'intégrer 4 consonnes au lieu de 3. Bref, c'est exactement ce qui se passe avec nos verbes, mais ça se passe historiquement en hébreu avec des mots vraiment de tout horizon. Et en hébreu moderne aussi, on a des verbes russes, yiddish, anglais qui sont intégrés comme ça à la langue moderne et qui deviennent des verbes hébreux. Les fastback, rajouter quelqu'un sur Facebook, les sames, envoyer un SMS, les unfriend, celui-là je l'ai vu il n'y a pas longtemps, les unfriend, enlever quelqu'un de Facebook, to unfriend, les unfriend, et on le conjugue, infranti, etc. Puisque ces verbes, peu importe leur origine, ces verbes s'intègrent à la morphologie de l'hébreu et se conjuguent en hébreu. La racine arabo-berbère, gejder, peut se mettre à l'infinitif du piel, les gajder, comme on dit les daber, les kalkel, et ensuite on conjugue ani gijdarti, ata gijdarta, etc. Au présent, megajder, megajderet, megajderim, et à la forme itpael, itgajdarti, comme on dirait itkatafti. Quand vous dites que vous surfez sur le net, que vous zappez à la télé, est-ce que vous parlez en anglais ? Quand vous dites que vous téléphonez, est-ce que vous parlez en grec ? L'itgajder, c'est un verbe d'hébreu, dont l'étymologie se trouve en arabe marocain. Mais quelque part, peu importe l'origine du mot, il est bien intégré à la langue hébraïque. Jamais personne n'a utilisé ce verbe-là comme ça au Maroc. Jamais personne au Maroc n'a dit gijdarti, donc c'est un verbe d'hébreu. Itkawed, itawej, itcharwed et itgajder, ce sont des verbes d'hébreu, c'est de l'hébreu. Je vous remercie. Je vais vous raconter un séminaire que j'ai donné 3 ans consécutivement. On a pris une trentaine de textes pour voir quel est le vocabulaire dans ces textes. 70% des mots sont bibliques, 20% des mots sont de la Mishnah et du Midrash, très peu d'hébreu moderne. Et c'est vrai, il y a une langue juive qui a influencé énormément l'hébreu moderne chez les Yiddish. La présence de l'Yiddish dans l'hébreu moderne est très remarquable. On peut parler de quelques centaines d'expressions et quelques dizaines de verbes qui sont influencés par l'Yiddish. Mais ce qui est très intéressant dans l'hébreu moderne vis-à-vis de toutes les autres langues, c'est que le professeur Ben Haïm a écrit un article magistral pour montrer l'image de l'hébreu moderne. Vous savez, si vous
prenez des textes de français du XVe siècle, c'est une langue différente. C'est la même chose pour l'anglais, c'est la même chose pour beaucoup de langues. Toutes les couches de la langue hébraïque existent dans l'hébreu moderne. C'est un phénomène incomparable. On trouve l'hébreu biblique, on trouve l'hébreu mishnique, on trouve l'hébreu médiéval qui est influencé très fort par l'arabe, pas seulement dans le vocabulaire, mais aussi dans la grammaire et surtout les particules. Beaucoup de particules dans l'hébreu ont changé. Et aujourd'hui, si on prend, nous avons dans l'académie des textes très anciens et des textes très modernes, y compris la langue parlée. Et on trouve l'argot n'est pas présent. Moi, j'avais l'habitude de dire, vous savez, les concombres étaient quelque chose de périodique. Il existait surtout au Maroc, il n'existait que quelques mois en été. Alors, j'ai dit l'argot, c'est périodique. L'argot de ma génération n'est pas compris par l'argot de mes enfants. Et l'argot de mes enfants n'est pas compris par l'argot des petits-enfants. C'est quelque chose qui est temporaire. Mais l'essentiel, que toutes les couches qui ne sont pas argotiques existent dans l'hébreu. Et je parle pas seulement de l'hébreu écrit, mais aussi de l'hébreu parlé. Sur l'argot, il y a autre chose à ajouter. Les pièces de théâtre qui veulent se moquer ont créé des choses. Prenez l'hébreu des Gashashim, Haspikoti. Haspikoti, c'est un exemple de l'hébreu artificiel pour se moquer des gens qui parlent hébreu un peu élevé. Mais ce n'est pas parti, pour moi, Haspikoti et Xdarti, c'est la même chose. C'est quelque chose complètement marginal. Il faut voir que sont les tendances générales de l'hébreu parlé et de l'hébreu écrit. Et il n'y a pas de doute que ce phénomène d'avoir une langue parlée par presque 7 millions de locuteurs en Israël, juifs et arabes, est attaché à toutes les générations de l'hébreu. C'est un phénomène, et vous pouvez entendre des gens qui parlent avec un hébreu très minime, mais ils utilisent des expressions matzamin et mino pour dire que quelqu'un ressemble à un autre. On dit matzamin et mino au kol orev le mino, c'est-à-dire il y a un usage de l'hébreu classique dans l'hébreu moderne. Voilà ce que je voulais vous dire. Et il y a une autre question. Est-ce que c'est un miracle que l'hébreu a eu une renaissance? Il y a qui disent que ce n'est pas un miracle parce que l'hébreu n'était jamais une langue morte. Vous savez, on parle de 650 000 ouvrages qui ont été écrits en hébreu entre l'année 200. L'année 200 est considérée comme l'année que l'hébreu a cessé d'être parlé et l'année 1800. 650 000 ouvrages. Quand je parle d'un ouvrage, ça peut être un poème de 20 lignes, ça peut être un livre de
30 000 mots. Et c'est le fait que l'hébreu était écrit, était en usage dans les synagogues et dans les Bate Midrash, a créé une ambiance pour la renaissance de l'hébreu. J'ai raconté hier une histoire qui m'a choqué. J'étais le chauffeur du professeur Dov Sadan. Dov Sadan était un grand chercheur de la littérature hébraïque. On a enseigné 3 ans, tous les mardis, de 2h à 16h, de 14h à 16h. Et après, je l'ai amené dans ma voiture. Il habitait Beth Hakerem à Jérusalem, j'habitais Beit Vegan. Un jour, il m'a dit, arrête la voiture. J'ai dit, Monsieur Sadan, vous êtes malade, je dois retourner à l'hôpital de Harat Sofim. Non, j'ai une question à te poser. C'était en 1983. Est-ce que vous considérez que l'hébreu peut retourner en vie à cette année 1983 comme 1883? J'ai dit, si tu poses la question, la réponse est négative. Il a dit complètement négative. Parce que les masses juives en 1883 étaient familiers avec l'hébreu des textes. Même les non-religieux connaissaient le Sidour, connaissaient le Chumash. Alors, ce n'est pas un miracle. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mots. Si vous voyez les WhatsApp, il y a juste des images. Moi, j'ai reçu hier une dizaine de WhatsApp, 2 avec des textes et tous les autres avec des images. C'est un danger pour les langues. Mais en ce qui concerne la langue parlée et la langue écrite par excellence, c'est une langue qui est attachée à toutes les générations et tous les côtés de l'argot et tous les côtés de sociolecte. Vous savez, les Juifs qui viennent de Russe, dans le russe, il n'y a pas l'article défini. Alors c'est pour cela que Lieberman dit « Anigar Batel Aviv ». Bimkom Betel Aviv. Anigar Batel Aviv. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer dans l'hébreu. L'influence de toutes les galouillotes, toutes les diasporas sur l'hébreu reste toujours marginale. Voilà, j'ai déjà dit que mon grand-père m'a enseigné une chose très importante. Si vous avez beaucoup à dire, ça te suffit 4 minutes. Si vous avez rien à dire, même une journée entière ne te suffit pas. Alors, je laisse ici, j'arrête ici et je donne l'occasion à des questions et à des remarques parce que c'est pas une classe, c'est pas un théâtre, nous ne sommes pas des artistes, nous sommes des gens qui veulent transmettre ce qu'ils connaissent et qui veulent entendre les remarques et les questions de l'audience. Merci beaucoup.